30 femmes s'étaient assises dans le fauteuil à oreilles en velours devant le bureau du duc. 30 femmes exhalaient un désespoir parfumé à l'eau de rose et une obéissance répétée. Elles souriaient avec des lèvres parfaitement peintes, promettant d'être la duchesse docile et fertile qu'exigeait son titre. Elles mentaient, chacune d'entre elles. Ils le savaient, et elles savaient qu'ils le savaient. Au moment où la lourde porte en chêne se referma sur la 30e, le crâne de Percival était pris d'une douleur sourde et rythmée. Puis, la porte s'ouvrit pour la 31e. Elle ne souriait pas, elle dégoulinait. Le bureau du manoir d'Ellisford sentait comme une serre à l'agonie. Pendant 8 heures, les lourdes portes en chêne s'étaient ouvertes et refermées, laissant entrer un flot continu des filles les plus en vue et les mieux soignées du royaume. Chacune avait laissé derrière elle une trace persistante de sa présence. De l'eau de lavande, du musc lourd, des gardénias écrasés, l'odeur âcre de la sueur nerveuse masquée par de la poudre française. Percival se frotta l'arête du nez, sentant le grain de l'épuisement derrière ses paupières. L'agression olfactive combinée était nauséabonde. Elle s'accrochait au lourd rideau de velours et s'incrustait dans le grain de son bureau en acajou. Il attrapa son thé. Il était complètement froid. Une écume de lait s'était formée à la surface. Il le but quand même, accueillant le goût amer et métallique des feuilles trop infusées, juste pour chasser de sa gorge le goût fantôme du parfum floral. « C'était Lady Geneviève, votre grâce », dit Harrison. Le majordome se tenait près de la cheminée, un registre calé dans le creux de son bras. Il tenait un crayon de graphite en suspens au-dessus du parchemin épais. Sa voix était un râle sec, dénué de jugement, un miroir parfait de la patience évidée de Percival. « Rayez-la de la liste !» marmonna Percival. Le crayon d'Harrison fit une seule rayure nette. Le son résonna fort dans la pièce silencieuse. Dehors, la pluie de novembre s'abattait contre les vitraux en nappes inégales et méchantes. Le feu dans l'âtre s'était réduit à une lueur orange et maussade, crachant de temps en temps lorsqu'une goutte d'humidité trouvait son chemin dans la cheminée. Percival s'affala dans son fauteuil en cuir. Le cuir grinça, une friction familière et réconfortante contre son manteau de drap rigide. Il avait 32 ans, il était le duc d'Ellisford, et il orchestrait la transaction la plus clinique et la plus froide de sa vie. Il avait besoin d'une épouse. Le domaine avait besoin d'un héritier. Le conseil d'administration avait besoin d'une duchesse pour équilibrer les comptes de la bienséance sociale. Il n'avait pas besoin d'une compagne. Il n'avait pas besoin d'une amante. Il n'avait certainement pas besoin de la dévotion mièvre et aux yeux écarquillés que les 30 dernières femmes avaient feintes. « J'adore la campagne, votre grâce. » Elle avait tressailli quand un chien avait aboyé dans la cour. « Je suis passionné de littérature, votre grâce. » Elle n'avait pas pu nommer un seul livre publié dans la dernière décennie. « Je ne souhaite que vous rendre heureux, votre grâce. » Ses yeux s'étaient tournés vers les chandeliers en argent, calculant leur valeur à la fonte. Elles étaient entraînées à dire ces choses. Percival le savait. Il ne pouvait pas entièrement les blâmer. Elles étaient les produits d'un marché brutal où leur avenir dépendait de la capture d'un homme comme lui. Mais la transparence même de leurs mensonges lui tapait sur les nerfs. Il se sentait comme un boucher, inspectant des morceaux de viande, qui essaieraient de le convaincre qu'ils sont de la poésie. « Combien en reste-t-il dans le salon, Harrison ?»« Une seule, votre grâce. » Percival expira. Un souffle lent et rauque qui fit frémir les papiers sur son bureau. Il regarda l'horloge en laiton ornée sur la cheminée. Il était plus de 5 heures. La pâle lumière de l'après-midi avait déjà cédé la place à un crépuscule gris-fer. Sa mâchoire lui faisait mal, à force de la serrer. Il ne désirait rien de plus que de se verser 3 doigts de scotch, de déboutonner son gilet rigide et de s'asseoir dans le noir. « Qui est-ce » Harrison ajusta ses lunettes, plissant les yeux vers le bas de la page. Une certaine mademoiselle Lydia Higgins, la nièce de Lord Croft. Bien que la lignée soit lointaine, Percival savait ce que cela signifiait. Petite noblesse désargentée, la parente indésirable, gardée dans l'aile froide d'une maison de campagne, sortie uniquement lorsqu'un pari désespéré était nécessaire. Croft devait de l'argent à Percival, une somme considérable. Proposer une nièce vieille fille pour ce défilé de bétail était probablement une tentative pathétique de s'attirer ses faveurs ou de retarder le recouvrement de ses dettes. « Renvoyez-la », dit Percival en se massant les tempes. « Dites-lui que j'ai fait mon choix, ou que l'heure est trop tardive. Donnez-lui un repas chaud dans les cuisines,
et une voiture pour la ramener à la maison de ville de Croft. Harrison ne bougea pas. Il regarda vers la porte, puis de nouveau vers son registre. « Je crains, votre grâce, que mademoiselle Higgins n'ait été plutôt insistante. Elle m'a informé qu'elle attendait depuis 10 heures ce matin. Le thé dans le salon est exécrable, et elle ne partira pas avant d'avoir occupé les 15 minutes qui lui sont allouées. » Percival s'arrêta. L'audace pure de la plainte perça sa fatigue. Aucune des 30 autres femmes ne s'était plainte. Elles s'étaient assises dans un silence rigide et inconfortable, terrifiées de faire un faux pas. Une pointe d'irritation aiguë s'enflamma dans sa poitrine, chaude et soudaine. Il était le duc. Il dictait les règles. Insistante, dites-vous? Parfaitement. Percival se redressa, ajustant ses poignets. Il ressentit un soudain désir méchant d'écraser cette insistance, de regarder cette lointaine nièce appauvrie dans les yeux et de voir l'inévitable supplication désespérée s'effondrer lorsqu'il la congédierait. C'était une impulsion laide, née d'une longue et misérable journée, mais il la laissa le guider. « Très bien. Faites entrer la dernière candidate. » Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. Il n'y eut aucun bruissement de soie coûteuse. Il n'y eut que le bruit sourd et rythmé de bottes robustes sur le parquet, suivi du léger bruit humide d'un tissu trempé. Percival leva les yeux. Lydia Higgins n'entra pas gracieusement dans la pièce. Elle marcha d'un pas décidé. Elle avait peut-être 26 ans, un âge que la société jugeait tragiquement dépassé. Elle portait une cape de voyage gris foncé qui avait connu de meilleurs jours. Elle était lourde d'eau de pluie, collée à ses épaules, et elle goûtait sur le plancher, à un rythme triste et régulier. Elle s'arrêta devant le bureau. Elle ne fit pas de révérence. Elle ne baissa pas les yeux. Elle se tenait là, respirant un peu fort, sentant intensément la laine mouillée, la terre humide et le savon de soude bon marché. C'était une odeur âpre et vivifiante, qui tranchait violemment, avec le parfum écœurant qui étouffait la pièce. Les poumons de Percival se dilatèrent involontairement, aspirant l'odeur nette et amère de la tempête qu'elle avait amenée avec elle. « Mademoiselle Higgins ?» dit Percival, sa voix un grondement grave et traînant. Il se pencha en avant, entrelaçant ses doigts sur le bureau. Il laissa son regard tomber délibérément sur le sol. Une flaque se formait autour de ses bottes, s'infiltrant dans le bord d'un tapis d'aubusson inestimable et vieux de plusieurs siècles. « Vous êtes en train de ruiner mon tapis. » Elle baissa les yeux vers ses pieds. Elle ne haleta pas. Elle ne s'excusa pas. Elle fit simplement un pas en arrière sur le plancher nu. « Votre majordome m'a laissé dans une pièce avec une fenêtre qui fuit pendant 7 heures, dit-elle. Sa voix était une voix d'alto, légèrement rauque, dépourvue de toute inflexion mélodieuse. C'était la voix d'une femme qui devait souvent crier par-dessus le vent pour se faire entendre. « Mes excuses au tapis. Je suis sûr qu'il a subi de pires indignités que l'eau de pluie. » Les sourcils de Percival tressaillirent. Il étudia son visage. Elle n'était pas belle au sens conventionnel de la poupée de porcelaine, comme les femmes qui l'avaient précédée. Sa mâchoire était trop carrée. Ses pommettes étaient saillantes, projetant des ombres dures dans la faible lumière. Ses cheveux, d'un brun terne et banal, étaient plaqués sur son front en mèches humides et indisciplinées. Mais ses yeux, ils étaient d'un noisette pâle saisissant. Et ils étaient fixés sur lui avec une intensité qui le mettait profondément mal à l'aise. Ils ne suppliaient pas. Ils évaluaient. Il fit un vague geste vers le fauteuil à oreilles en velours. « Asseyez-vous. » Elle regarda le fauteuil. Il était tapissé d'un délicat velours crème. Elle baissa les yeux sur sa cape détrempée. « Je préfère rester debout, » dit-elle d'un ton sec. « Si je m'assois, je ruinerai la tapisserie, et vous passerez le reste de notre brève entrevue à calculer le coût des dégâts plutôt qu'à m'écouter. » Percival sentit un muscle tressaillir dans sa mâchoire. Elle avait raison. C'est exactement ce qu'il aurait fait. Il détestait qu'elle ait anticipé sa petite arithmétique. « Comme vous voudrez, » dit-il en se penchant en arrière. Le fauteuil en cuir gémit de nouveau. « Harrison m'informe que vous êtes la nièce de Lord Croft. Je suppose que vous êtes au courant des obligations financières de votre oncle envers ce domaine. Je suis consciente que mon oncle est un joueur, un ivrogne et un imbécile qui vous doit 3000 livres qu'il n'a pas, » dit Lydia. Percival cligna des yeux. La franchise de ses propos lui fit l'effet d'une gifle. Dans son monde, les dettes se discutaient à huis clos, voilées d'euphémismes sur des inconvénients temporaires et des restructurations. « Il m'a envoyé ici, » continua-t-elle en détachant le fermoir en laiton de sa cape avec des doigts raides et rougis. « Dans l'illusion que si je parvenais à obtenir votre main, vous effaceriez la dette.
Une dot inversée, en quelque sorte. Elle réussit enfin à ouvrir le fermoir. Elle retira la lourde laine mouillée et la drapa sur son bras. En dessous, elle portait une robe simple et sans fioritures, en mérinos bleu foncé. Elle était usée au coude et ourlée un peu trop court, révélant le bout éraflé de ses bottes. Et partagez-vous son illusion? Demanda Percival, sa voix dégoulinant d'un sarcasme glacial. Il prit sa plume d'argent, la tapotant rythmiquement contre le bureau. Tape, tape, tape. Non. Lydia le regarda droit dans les yeux. Je pense qu'un homme qui auditionne 30 femmes en une journée pour le poste d'épouse traite l'affaire comme une acquisition commerciale. Et un homme d'affaires avisé n'achète pas un passif pour effacer une mauvaise créance. Le tapotement rythmé de la plume cessa. Percival la dévisagea. Le silence dans la pièce s'étira, épais et lourd, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge de la cheminée et le tambourinement incessant de la pluie. Il ressentit une sensation étrange et troublante dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'attirance, ce n'était même pas du respect. C'était le choc brutal de rencontrer quelque chose de totalement réel dans une pièce qui avait été remplie de fantômes et de mannequins toute la journée. Elle ne jouait pas le jeu. Elle renversait l'échiquier. « Si vous savez que vous n'avez aucune chance de succès, dit Percival, lentement, délibérément, et que vous êtes là, grelottante dans une robe mouillée, à ruiner mon plancher. Pourquoi avez-vous insisté pour rester ?» Lydia changea de pied. Elle avait l'air fatiguée, épuisée. L'étincelle de défi dans ses yeux vacilla, révélant une lassitude profonde et écrasante en dessous. « Parce que, dit-elle, sa voix baissant d'un ton, il me reste 20 livres. J'ai 26 ans. Mon oncle me mettra à la porte avant l'hiver, si j'échoue aujourd'hui. Et franchement, votre grâce, j'ai décidé que si je dois être humilié, j'aurai au moins la satisfaction de prendre 15 minutes de votre temps si précieux. » Percival ne rit pas. Il ne sourit même pas. La dure réalité de sa situation flottait dans l'air, brute et laide. Il n'y avait pas de romance ici. Il n'y avait que la survie. Il posa la plume d'argent. Il regarda Harrison, qui se tenait parfaitement immobile dans le coin, son visage un masque indéchiffrable. « Harrison, laissez-nous et fermez la porte. » Harrison s'inclina légèrement. « Oui, votre grâce. » La lourde porte en chêne se referma, laissant Percival et Lydia seuls dans la lumière déclinante. Percival se leva. C'était un homme grand, aux larges épaules, et son mouvement soudain fit faire un demi-pas en arrière à Lydia. Une lueur de véritable appréhension traversa ses traits. Il ne s'approcha pas d'elle. Il se dirigea vers l'âtre, prit un tisonnier en fer et piqua vicieusement les braises mourantes. Des étincelles jaillirent, une brève et furieuse envolée d'orange contre la suie noire. Il jeta une nouvelle bûche sur la grille. « Venez ici !» ordonna-t-il, sans la regarder. « Tenez-vous près du feu. » « Vous tremblez. » Lydia hésita. Il pouvait entendre le léger bruissement de sa robe humide. Lentement, elle se dirigea vers l'âtre. Elle ne se tint pas à côté de lui. Elle garda une distance prudente, tendant les mains vers les flammes naissantes. La lumière du feu capta les fins tremblements de ses doigts. Elle était gelée. « Vous pensez que c'est une acquisition commerciale, » dit Percival au feu. « Vous avez raison. C'en est une. » Il se tourna pour la regarder. La chaleur du feu commençait à faire ressortir plus intensément l'odeur de laine mouillée de ses vêtements. Ça sentait le travail acharné. Ça sentait la pauvreté. « Je vais vous exposer les termes, » dit Percival, sa voix retrouvant sa cadence plate et autoritaire. « J'ai besoin d'un héritier. J'ai besoin d'une femme capable de gérer un personnel de maison de 60 personnes sans sombrer dans l'hystérie. J'ai besoin de quelqu'un qui s'assiera à l'autre bout d'une très longue table à manger et divertira des raseurs politiques. En échange, elle recevra le titre, une allocation qui la mettra à l'abri du besoin, et la liberté absolue de me laisser seule dans mon bureau. Ce sont les paramètres. Rien de plus. » Lydia se frotta les mains. Elle ne le regardait pas. Elle observait les flammes lécher l'écorce sèche de la nouvelle bûche. « Les 30 femmes avant vous, » continua Percival en se rapprochant, « m'ont dit qu'elles me chériraient. Elles m'ont dit qu'elles m'aimeraient. Elles m'ont dit que mon domaine était un paradis. » Il laissa échapper un son dur et amer, à mi-chemin entre un ricanement et une toux. « Dites-moi, mademoiselle Higgins, qu'avez-vous à offrir à cette transaction commerciale ?» Lydia tourna enfin la tête. La lumière du feu réchauffait les angles durs de son visage, mais ses yeux restaient froids et analytiques. « La vérité, dit-elle simplement. » Percival croisa les bras. « Continuez. »« Votre domaine n'est pas un paradis, dit Lydia,
sa voix ferme. Il perd de l'argent à flot. J'ai lu les rapports des locataires laissés négligemment sur la table d'appoint de votre salon. Votre agent dans le Northumberland détourne les bénéfices des rendements de la laine. Vous avez un personnel de 60 personnes, et pourtant il m'a fallu 7 heures pour obtenir une tasse de thé tiède. Votre maisonnée est profondément inefficace. Vous cherchez une épouse pour réparer la pourriture domestique que vous avez ignorée parce que vous préférez vous cacher dans ce bureau à vous apitoyer sur votre sort. Percival sentit le souffle lui manquer. Ce n'était pas un halètement. C'était comme si elle lui avait donné un coup de poing en plein diaphragme. Personne ne lui parlait comme ça. Ses pairs le flattaient, ses serviteurs le craignaient, et ses créanciers lui témoignaient du respect. Ses poings se serrèrent involontairement. La colère, chaude et vive, lui monta à la gorge. « Comment osez-vous? Je n'ai rien à perdre, votre grâce. » L'interrompit Lydia, son ton ne montant pas en hauteur, mais tranchant sa fureur par sa simple densité. « Vous m'avez demandé ce que j'offre. J'offre la compétence. J'offre la réalité. J'ai passé les 10 dernières années à gérer le maigre domaine de mon père avant qu'il ne meure et que les dettes ne le consument. Je sais comment faire durer une livre. Je sais quand un intendant ment. Et je sais comment gérer des serviteurs qui sont devenus paresseux sous un maître absent. » Elle s'éloigna du feu, se tournant complètement vers lui. Elle ne tremblait plus. « Je ne vous aimerai pas. » Les mots tombèrent comme des pierres sur le plancher de bois. « Je ne vous apprécie même pas particulièrement. Vous me semblez arrogant, misérable, et bien trop friand de votre propre misère. Mais je ne vous mentirai pas. Je gérerai votre maison. Je tolérerai votre lit, assez longtemps pour vous donner un héritier, parce que c'est le prix d'un feu chaud et d'un toit qui ne fuit pas. Et je vous laisserai volontiers seul dans votre bureau, parce que je n'ai aucun désir de tenir compagnie à un homme qui regarde les gens comme s'ils étaient des chiffres sur un registre. » Percival la dévisagea. Le silence revint, plus épais cette fois, suffocant. Il pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles. C'était un rythme frénétique et irrégulier. Il regarda ses cheveux mouillés, ses bottes éraflées, la posture fière et défensive de ses épaules. Elle était complètement dépouillée de tout artifice. Elle lui offrait un contrat brutal et sans phare. Il retourna lentement à son bureau. Il regarda le registre que Harrison avait laissé. 30 noms élégants en cursive, tous rayés. Il attrapa la plume d'argent. Elle était froide contre ses doigts. « Mon agent dans le Northumberland, » dit Percival, sa voix étonnamment calme, dépourvue du ton graveleux d'avant. « Comment savez-vous qu'il détourne des fonds? » Lydia ne cilla pas. « Le rendement par mouton rapporté dans vos documents est de 15% inférieur à la moyenne régionale pour cette saison, malgré l'absence de maladies enregistrées ou de mauvais temps dans cette vallée spécifique. Soit vos moutons perdent miraculeusement leur toison la nuit, soit votre agent vend le surplus à des filatures indépendantes. » Percival baissa les yeux sur le parchemin. Il savait que les rendements étaient bas. Il avait prévu de s'en occuper le mois prochain. Il avait repoussé l'échéance. Il avait tout repoussé depuis la mort de son père. Il releva les yeux vers Lydia Higgins. Elle se tenait au milieu de son bureau, une vieille fille indésirable et appauvrie qui venait de disséquer sa vie, son domaine et son caractère en moins de 5 minutes. Pour la première fois en 3 ans, Percival sentit le brouillard lourd et suffocant dans son cerveau se lever. Il fut remplacé par une clarté vive et piquante. Ça faisait mal, comme le sang qui revient dans un membre gelé. 15%, murmura-t-il. Au moins, répondit-elle. Percival prit la plume. Il ne raya pas son nom. Il écrivit d'une petite écriture soignée à côté du nom Lydia Higgins, engagée. Il leva les yeux vers elle. La colère avait disparu. À sa place, il y avait un respect sombre et cynique. « Asseyez-vous, Lydia, » dit-il, utilisant son prénom pour la première fois. Cela sonnait étrange sur sa langue, réelle. « Nous devons discuter de votre contrat, et ensuite vous allez me dire exactement comment vous comptez renvoyer mon intendant. » Le contrat de mariage fut signé 3 jours plus tard, dans la bibliothèque de la maison de ville de Lord Croft à Londres. La pièce sentait le porto renversé, la fumée de cigares bon marché, et l'odeur aigre et indubitable d'un soulagement désespéré. Percival était assis à une table d'appoint bancale, sa posture rigide. Il regarda la main tremblante et tachetée de Lord Croft traîner une plume sur le vélin épais. Le grattement de la plume était exceptionnellement fort. Croft transpirait. Des demi-lunes sombres tachaient les aisselles de son gilet de soie verte.
C'était un homme qui venait d'échapper de justesse à la prison pour dette, et il ne pouvait s'empêcher de lancer des sourires nerveux et obséquieux à Percival. Percival l'ignora. Il regarda Lydia. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant la rue tachée de suie. Elle portait une robe de bombazin gris ardoise. Elle était neuve, payée par la compte que Percival avait envoyée, mais elle était entièrement dépourvue de dentelle, de ruban ou de toute tentative d'adoucir sa silhouette sévère. Elle ressemblait moins à une mariée qu'à une gouvernante se préparant à discipliner un enfant particulièrement turbulent. Voilà, haleta Croft, jetant la plume et buvant l'encre d'une main lourde. C'est fait. Une union joyeuse, votre grâce. Vraiment. Percival se leva. Il ne tendit pas la main au vieil homme. Il se dirigea vers la table, prit sa propre plume d'argent et signa de son nom d'une écriture rapide et nette. Percival Pendleton, duc d'Aylesford. L'encre était noire et permanente. Il ne ressentit rien, ni triomphe, ni appréhension, juste le clic mécanique et sourd d'une serrure qui se met en place. Le mariage lui-même fut une sinistre affaire de 20 minutes dans une chapelle de pierre glaciale à la périphérie de la ville. Le vicaire avait un rhume et renifla pendant les vœux. Les réponses de Lydia étaient claires, plates et entièrement transactionnelles. Oui, je le veux. Je le ferai. Ils ne s'embrassèrent pas. Lorsque le vicaire les déclara mari et femme, Percival lui offrit simplement son bras. Elle le prit. Ses doigts à travers la manche de son épais drap de laine étaient aussi froids que les pierres de la chapelle. Le trajet en voiture jusqu'au manoir d'Aylesford dura 4 heures. Ils étaient assis sur des banquettes opposées. L'intérieur de la voiture sentait le cuir ciré et l'odeur persistante du pomander à la lavande que quelqu'un avait stupidement accroché à la lampe en laiton. Percival l'arracha et le jeta par la fenêtre dès le premier kilomètre. Lydia ne cilla pas. Au lieu de cela, elle ouvrit un folio relié en cuir qu'elle avait apporté avec elle. « Qu'est-ce que c'est » demanda Percival. Le rythme régulier des roues de la voiture sur les routes défoncées lui faisait mal aux dents. « Les comptes de la maison » dit Lydia, sans lever les yeux. Elle traça une ligne de chiffres avec un ongle nu et non manucuré. « Harrison les a envoyés chez mon oncle hier à ma demande. » Percival croisa les bras, s'enfonçant plus profondément dans les coussins capitonnés. « Et vous payez le double du prix du marché pour le charbon, » répondit-elle en tournant la page. Le papier épais fit un bruit sec et craquant. « Le fournisseur est un certain Monsieur Thomas Finch, qui se trouve être le beau-frère de votre gouvernante, Madame Gable. » Une coïncidence remarquable. Percival se frotta la mâchoire. Elle piquait avec une barbe de midi. « Madame Gable est au service de ma famille depuis 40 ans. Elle m'a pratiquement élevé. » Lydia leva enfin les yeux. La pâle lumière d'hiver, filtrant par la fenêtre de la voiture, projetait des ombres dures sous ses pommettes. Alors, elle aurait dû apprendre à vous voler avec plus de subtilité. Je résilie le contrat de Finch demain matin. J'ai déjà trouvé un fournisseur de Newcastle qui livrera à un tarif raisonnable. Une étincelle de la vieille irritation aristocratique s'alluma dans la poitrine de Percival. Vous agissez vite. Je sécurise mon investissement, votre grâce, dit-elle, ses yeux retombant sur le registre. Si ce domaine fait faillite, je me retrouve à la rue. Je préfère la voiture. Elle ne parla plus pendant le reste du trajet. Percival la regarda lire. Il observa le léger froncement inconscient de ses sourcils lorsqu'elle trouvait une erreur. Il observa la façon dont elle se mordillait l'intérieur de la lèvre inférieure. Ce n'était pas une habitude séduisante. C'était anxieux, profondément humain et totalement absorbé. Lorsqu'ils arrivèrent enfin dans l'allée de gravier du manoir d'Aylesford, la pluie avait cessé, laissant la façade massive en pierre humide et hostile. Le personnel était aligné sur les marches de l'entrée. 30 hommes et femmes en noir et blanc rigide, attendant d'accueillir leur nouvelle duchesse. Percival sortit le premier, l'air froid du soir lui mordant le cou. Il se tourna et tendit la main à Lydia. Elle la prit, descendant sur le gravier. Ses bottes craquèrent bruyamment dans le silence. Madame Gable, une femme corpulente au visage de pâte levée, s'avança et fit une profonde révérence. « Bienvenue à Aylesford, votre grâce. »« Nous sommes ravis. »« Madame Gable » interrompit Lydia. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait parfaitement dans l'air humide. « Je veux les clés du garde-manger, l'inventaire de la cave à vin et la liste de tous les contrats de fournisseurs actuels dans mon salon pour 8 heures demain matin. De plus, le petit déjeuner sera servi à 7 heures et non 9 heures. Toute personne incapable de s'adapter au nouvel horaire
pour apercevoir son indemnité de départ auprès de M. Harrison. Un lourd silence stupéfait tomba sur les marches. La bouche de Madame Gable s'ouvrit, se ferma et s'ouvrit de nouveau. Elle regarda Percival, cherchant une réprimande, une rétractation, n'importe quoi. Percival regarda sa nouvelle femme. Elle se tenait parfaitement droite, le vent tirant sur l'ourlet de sa jupe grise, son visage un masque d'autorité absolue et inflexible. Elle ne demandait pas leur approbation. Elle établissait son territoire. Percival croisa le regard suppliant de Madame Gable. Il haussa les épaules d'un air dédaigneux. « Vous avez entendu la duchesse » dit Percival sèchement. Il se tourna et entra dans la chaleur du hall, laissant Lydia démanteler sa maisonnée exactement comme elle l'entendait. En l'espace de 15 jours, le manoir d'Aylesford s'était physiquement transformé. Ce n'était pas une transformation de beauté. Lydia n'acheta pas de nouvelles tentures, ni ne commanda de fleurs exotiques. La transformation était entièrement sensorielle, ancrée dans la friction et le labeur. L'odeur écœurante et poussiéreuse de l'abandon, qui avait imprégné les longs couloirs, avait disparu. À sa place, il y avait l'odeur âpre et mordante de la cire d'abeille, du savon de soude et de l'huile de citron. Les sols furent décapés et polis jusqu'à briller comme des yeux sombres. Les lourds rideaux de velours furent traînés au soleil d'hiver et battus à vif, libérant des décennies de suie emprisonnées. Percival se sentit comme un étranger dans sa propre maison. Il avait passé les 3 dernières années confiné dans son bureau, buvant trop et signant tout ce que Harrison lui mettait sous le nez. Maintenant, la maison était vivante, d'une efficacité industrielle terrifiante. Les femmes de chambre se dépêchaient dans les couloirs, la tête baissée, terrifiées par la femme aux robes sévères qui semblait se matérialiser chaque fois qu'un coin était mal balayé ou qu'une cuillère en argent n'était pas polie. Lydia était impitoyable. Elle renvoya l'intendant Hopkins le 3e jour. Percival en avait été témoin tout à fait par accident. Il passait devant le bureau du domaine quand il entendit la voix d'alto grave de Lydia. Il s'arrêta, s'appuyant contre le mur de plâtre froid pour écouter. « Vous me comprenez mal, Monsieur Hopkins, » disait Lydia. « Je ne vous demande pas d'explication sur le déficit du Northumberland. Je vous dis que j'ai déjà envoyé un magistrat à la filature en question, et qu'ils ont remis les reçus avec votre signature falsifiée. » Il y eut un bégaiement étouffé, le bruit d'une chaise lourde raclant violemment le plancher. « Votre grâce, je vous assure que le duc n'est pas là, » trancha Lydia, l'acier dans sa voix résonnant comme une enclume frappée. « Et vous non plus, à partir de cet instant. Vous avez exactement 1 heure pour emballer vos effets personnels. Si vous tentez de prendre ne serait-ce qu'un crayon de graphite appartenant à ce domaine, je vous ferai arrêter pour vol avant que vous n'atteigniez le village. » Percival s'éloigna avant que Hopkins ne puisse sortir. Il retourna à son bureau et se versa un verre, la main tremblante. Il ressentit un cocktail écœurant d'humiliation et de profond soulagement. Elle faisait le sale boulot qu'il avait été trop lâche pour affronter. Elle découpait la pourriture au scalpel, sans anesthésie. Leurs interactions étaient minimales, strictement confinés à l'immense salle à manger. Ils étaient assis à 6 mètres de distance. La distance était absurde. Le silence entre eux n'était ponctué que par le cliquetis de l'argenterie contre la porcelaine. « Le mouton est vraiment chaud ce soir », remarqua Percival un soir, en coupant la viande. C'était la première fois, de mémoire, qu'il n'avait pas à mâcher de la graisse figée. Le personnel de cuisine avait l'habitude de dresser les assiettes avant que les valets de pied ne soient prêts à servir. Lydia parla depuis l'autre bout de la table. Elle mangeait méthodiquement, non par plaisir, mais par nécessité biologique de carburant. J'ai informé la cuisinière que si de la nourriture froide arrivait à nouveau sur cette table, elle en mangerait pour le reste de la semaine. Percival baissa les yeux sur son assiette. « Vous vous faites des ennemis. Je fais fonctionner le domaine, » le corrigea-t-elle. Elle s'essuya la bouche avec une serviette en lin impeccable. Les ennemis demandent un niveau d'investissement émotionnel que je ne suis pas prête à donner. Je ne fais que réparer une machine cassée. Percival posa son couteau. Le cliquetis métallique résonna dans la pièce caverneuse. Est-ce ce que nous sommes, 2 rouages dans une machine? Lydia le regarda du bout de la table. Ses yeux noisettes pâles captaient la lueur des bougies. Il n'y avait aucune hostilité en eux, juste un réalisme brut et inébranlable. « Nous avons signé un contrat, Percival, » dit-elle. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom depuis qu'il l'avait engagé. Cela sonna étrangement à son oreille, dépourvu du déférent « Votre grâce » auquel il était habitué.
Vous vouliez une maison efficace et un héritier. Je fournis la première, le second. Elle s'interrompit, déglutissant visiblement. Pour la première fois, une fissure apparut dans sa carapace blindée. Elle baissa les yeux sur son assiette. Sera traité en temps voulu. Percival sentit son estomac se nouer. L'héritier, dans la frénésie chaotique de la purge de la maisonnée, il avait presque réussi à oublier le cœur biologique de leur transaction. Il la regarda. Elle n'était pas une débutante rougissante. C'était une femme qui avait passé sa vie à survivre, et maintenant, elle se préparait à lui survivre. Il ressentit une vague soudaine et aiguë de dégoût de soi. Il prit son verre de vin, serrant fermement le pied en cristal. « Il n'y a pas d'urgence, mentit-il. » Sa voix était rauque. « Il y a toujours urgence, » répondit Lydia doucement, en se levant de table. Elle n'attendit pas qu'il la congédie. « Bonne nuit. » Elle sortit de la pièce, ses bottes robustes résonnant sur le parquet, laissant Percival seul dans l'immense pièce parfaitement propre, fixant le mouton chaud pour lequel il n'avait soudain plus d'appétit. C'est arrivé un mardi. Il tombait une pluie verglaçante, froide et misérable, qui battait les fenêtres du manoir d'Aylesford et donnait au couloir venteux des allures de tombeau. Percival resta dans son bureau jusqu'à 11 heures. Il s'était versé 3 doigts de scotch, avec l'intention de le boire pour émousser les arêtes vives de son anxiété. Il fixa le liquide ambré à la lueur du feu. Il pensa à Lord Croft, transpirant et désespéré, sentant l'alcool bon marché et l'échec. L'estomac de Percival se retourna. Il versa le scotch dans les braises mourantes du feu. Il grésilla en une brève flamme bleue, puis s'éteignit. Il n'irait pas la voir ivre, il lui devait au moins sa sobriété. Il monta le grand escalier. La maison était d'un calme de mort. L'efficacité de Lydia signifiait que les domestiques étaient strictement confinés dans leur quartier après 9 heures. Il n'y avait pas de gloussement dans les couloirs, pas de cliquetis de tâches tardives, juste le silence oppressant d'une très vieille et très grande maison. Il s'arrêta devant sa porte. Le bois était en acajou massif, imposant et lourd. Il leva la main et frappa un seul coup sec avec ses jointures. « Entrez !» Sa voix vint de l'intérieur. Elle n'était pas craintive, mais elle était tendue. Percival ouvrit la porte. La suite principale était grande, mais elle avait réussi à lui donner un air spartiate. Les brosses en argent ornées sur la coiffeuse avaient été poussées dans un coin. Les coussins de soie brodés étaient soigneusement empilés sur une chaise, abandonnée. Lydia était assise sur le bord de l'immense lit à baldaquin. Elle portait une chemise de nuit à col haut en coton blanc épais. Elle avait l'air durable, totalement dépourvue de la dentelle translucide ou de la soie prisée par les femmes de son nouveau statut. Elle se brossait les cheveux. Un coup, tiré. Un coup, tiré. Le rythme était trop rapide, une action mécanique trahissant une énergie frénétique et en cage. Percival entra dans la pièce et ferma la porte derrière lui. Le clic du loquet sonna comme un coup de feu. « Vous n'avez pas besoin de les brosser », dit Percival maladroitement. Sa voix semblait trop forte dans la pièce. Il se tenait près de la porte, se sentant massif et totalement déplacé. Ses mains étaient enfoncées profondément dans les poches de sa robe de chambre. Lydia s'arrêta. Elle posa la brosse sur la table de chevet avec un bruit sourd. Elle ne le regarda pas. Elle regarda droit devant elle, le mur opposé. « C'est mardi », déclara-t-elle. « Mon cycle s'est terminé il y a 4 jours. Biologiquement parlant, c'est la fenêtre la plus logique. » Percival ferma les yeux une fraction de seconde. Il se frotta la nuque. « Lydia, pour l'amour de Dieu, ne parlez pas de ça comme si c'était une rotation de culture. Pourquoi ne le devrais-je pas ?» Elle tourna brusquement la tête vers lui, ses yeux noisettes brillants d'une soudaine colère défensive. « C'est ce que c'est. C'est la deuxième moitié du contrat. Vous avez fourni le toit. J'ai nettoyé la pourriture. Maintenant, je fournis l'enfant. Ne prétendons pas que c'est une lecture de poésie, Percival. Je préfère la franchise. C'est plus facile à digérer. » Il la dévisagea. Elle était terrifiée. La prise de conscience le frappa en pleine poitrine. Sous l'armure hérissée de registres et de logique, elle était une vierge de 26 ans, sur le point de se soumettre à un étranger par pure nécessité économique. La colère dans sa voix n'était pas dirigée contre lui. C'était un bouclier contre sa propre vulnérabilité. Percival se dirigea lentement vers le lit. Il s'arrêta à quelques pas. Il ne tendit pas la main pour la toucher. « Je ne suis pas un monstre », dit-il doucement. L'odeur de la pièce était propre, juste du savon de soude,
et la faible odeur de poussière de la vieille tapisserie accrochée au mur. Pas de parfum écœurant, juste elle. « Je n'ai jamais pensé que vous en étiez un », répondit Lydia, sa voix baissant d'un ton. Elle baissa les yeux sur ses mains, ses doigts tordant le tissu de coton grossier de sa chemise de nuit. Ses jointures étaient blanches. « Mais vous êtes un homme qui a acheté une femme, et je suis la femme qui s'est vendue. Il n'y a pas de grâce là-dedans, Percival, seulement de la mécanique. »« Alors nous endurerons la mécanique, dit-il. » Il retira sa robe de chambre, la jetant sur une chaise. L'air de la pièce était froid, lui donnant la chair de poule. Il monta sur le lit. Le matelas était ferme, les draps impeccables, et sentant le vent d'hiver dans lequel ils avaient séché. Lydia s'allongea, raide comme une planche. Elle fixait le baldaquin au-dessus, la mâchoire si serrée que Percival pouvait voir le muscle tressaillir sur sa joue. Ce fut maladroit, ce fut profondément antiromantique. Il n'y eut pas de passion dévorante, pas de confession chuchotée dans le noir. Ce fut la collision de deux personnes sur leur garde, essayant de remplir une obligation avec un minimum de perte émotionnelle. Percival fut aussi prudent que possible, douloureusement conscient de sa colonne vertébrale raidie, de la froideur de sa peau, du rythme saccadé et superficiel de sa respiration. Elle n'émit aucun son, elle endura simplement. Quand ce fut terminé, Percival se retira, un poids lourd et suffocant, s'installant dans sa poitrine. Le silence rugit de nouveau dans la pièce, plus fort qu'avant. Il ne la prit pas dans ses bras. Il savait qu'elle détesterait ça. Il se roula sur le dos, tirant la lourde couverture de laine sur eux deux. Il fixa le plafond, imitant sa posture. Pendant un long moment, le seul son fut celui de la pluie verglaçante frappant la vitre. « Votre épaule gauche est froide », dit soudain Lydia dans le noir. Sa voix était plate, légèrement rauque. Percival cligna des yeux, surpris. Il regarda. Elle n'avait pas bougé la tête, mais elle déplaça légèrement la couverture, tirant la partie la plus épaisse de la laine sur son bras exposé. Ce n'était pas un geste d'affection. C'était une correction pratique et automatique d'une inefficacité. « Merci », marmonna Percival. « Le toit de l'aile ouest fuit », ajouta-t-elle, sa voix dénuée de toute émotion des 10 minutes précédentes. « J'ai remarqué des dégâts des eaux sur le plâtre aujourd'hui. J'ai fait venir les couvreurs du village. Ils arrivent jeudi. » Percival laissa échapper un souffle qui était à mi-chemin entre un rire et un grognement. Il tourna la tête sur l'oreiller pour regarder son profil dans la pénombre. Elle reconstruisait sa maison brique par brique, même en gisant dans les décombres de sa propre fierté. « Jeudi », répéta Percival. Il sentit une sensation étrange et serrée dans sa gorge. Ce n'était pas de l'amour, mais c'était un respect profond et fondamental. « Très bien. Assurez-vous qu'ils utilisent la bonne ardoise. Ne les laissez pas lésiner sur les solins. »« Je ne les laisse jamais lésiner, » murmura Lydia, fermant enfin les yeux. Ils gisaient là, à quelques centimètres l'un de l'autre, séparés par un océan de circonstances, mais ancrés par une étrange détermination mutuelle. Ils avaient survécu à la nuit. Demain, il y avait des registres à équilibrer. L'hiver planta ses crocs dans le Northumberland en janvier, transformant les routes boueuses en fer et gelant le souffle des chevaux de carrosse en panache blanc. À l'intérieur du manoir d'Aylesford, la température chuta, mais le pouls incessant de la maison ne ralentit pas. Au contraire, Lydia resserra les boulons. Elle patrouillait les couloirs venteux, enveloppée dans un épais châle couleur charbon, un trousseau de lourdes clés en fer cliquetant à sa hanche, comme la cloche d'un geôlier. Les domestiques se plaquaient pratiquement contre le papier peint floral lorsqu'ils entendaient ce cliquetis métallique approcher. Percival se surprit à quitter son bureau de plus en plus souvent. Au début, c'était par pure curiosité morbide. Il voulait voir comment la machine fonctionnait. Il se tenait à l'entrée de l'immense cuisine, les mains dans les poches, regardant Lydia décortiquer la facture d'un boucher, tandis que la cuisinière se tenait à côté, pâle et tremblante. Lydia connaissait le prix exact d'une livre de bœuf salé. Elle connaissait le taux de réduction d'un quartier de venaison. Elle se disputait pour des centimes avec une intensité terrifiante au regard fixe qui laissait les commerçants costauds bégayer et reculer hors des portes de la cuisine. Il trouvait cela fascinant. Percival avait passé sa vie entouré de gens qui utilisaient l'argent comme une arme de statut. Lydia l'utilisait comme un bouclier contre l'abîme. Chaque shilling économisé était une brique dans le mur qui tenait la pauvreté à distance. Il commença à voir le monde à travers ses yeux noisettes pâles,
non pas comme un paysage de privilèges, mais comme une équation précaire de risque et de rendement. Un soir de fin janvier, le vent hurlait dehors, projetant des poignées de grésil contre les vitraux comme du gravier. Percival était assis dans la bibliothèque, un livre ouvert sur ses genoux qu'il n'avait pas regardé depuis 1 heure. Le feu crépitait et pétillait. La porte s'ouvrit. Lydia entra, portant une pile de registres de locataires reliés en cuir. Son nez était rouge à cause du froid des couloirs, et elle sentait légèrement les légumes racines rôtis et l'odeur médicinale âcre de l'huile d'eucalyptus qu'elle utilisait pour polir les rampes. Elle ne demanda pas la permission d'entrer. Elle se dirigea simplement vers la grande table en acajou, laissa tomber les registres avec un bruit sourd et tira une chaise. « La ferme des Miller est en faillite », annonça-t-elle à la pièce en général, en ouvrant le premier livre. Percival ferma son roman. Il s'approcha et se tint derrière sa chaise, regardant par-dessus son épaule. Il pouvait voir la nuque pâle où ses cheveux bruns s'étaient échappés de son chignon sévère. Elle paraissait étonnamment fragile. « Le vieux Miller est mort en novembre », dit Percival, sa voix un grondement sourd dans la pièce silencieuse. « Ses fils sont des ivrognes. Je savais qu'ils ne paieraient pas le loyer d'hiver. » Lydia parcourut du doigt une colonne de chiffres. L'ongle était court, la cuticule légèrement effilochée. « Ils n'ont pas payé de loyer depuis août. Hopkins a caché les arriérés. Ils doivent 40 livres au domaine. Expulsez-les. » Lord revint automatiquement. C'était le réflexe aristocratique. Une mauvaise ligne sur un registre nécessitait d'être effacée. Lydia cessa de lire. Elle ne se retourna pas, mais ses épaules se raidirent. « Nous sommes en janvier, Percival. Le sol est gelé. Si vous les mettez dehors, les fils survivront dans une taverne, mais la mère et les 2 jeunes sœurs mourront de froid dans un fossé en moins d'1 semaine. » Percival fronça les sourcils. « Nous ne sommes pas une œuvre de charité, Lydia. Vous avez dit vous-même que ce domaine est une entreprise. » « C'est une entreprise, » acquiesça-t-elle, tournant légèrement la tête. Il aperçut le profil acéré de sa mâchoire. « Ce qui signifie que des cadavres sur vos terres sont mauvais pour le moral, et que des fermes vides et non travaillées ne rapportent aucune récolte de printemps. L'expulsion est la solution d'un paresseux. » Percival sentit une étincelle d'irritation, mais elle fut rapidement engloutie par un amusement plus profond et plus familier. Il appuya ses avant-bras sur le dossier de sa chaise. Il était assez proche pour sentir la chaleur qui émanait de son châle de laine. « Et quelle est la solution de la femme efficace? »« J'ai acheté leurs 2 meilleurs chevaux de labour, » dit-elle platement. Percival cligna des yeux. « Vous avez acheté des chevaux qui nous appartiennent déjà légalement par défaut. Je leur ai donné 40 livres pour les chevaux, » corrigea Lydia en tapotant la page, « qu'ils m'ont immédiatement rendu pour régler leurs arriérés. La dette est réglée. Le registre est équilibré. Je leur ai ensuite reloué les chevaux pour une fraction de centime, à la condition que les fils travaillent 3 jours par semaine à couper et transporter du bois de chauffage pour le manoir jusqu'au printemps. S'ils ne se présentent pas, alors je les expulse et je garde les chevaux. » Percival fixa l'encre noire sur la page. C'était un chef-d'œuvre de manipulation impitoyable, déguisé en miséricorde. Elle avait maintenu la famille en vie, obtenu de la main-d'œuvre gratuite pour les immenses cheminées du manoir, et maintenu les strictes limites légales du domaine, tout cela sans perdre une seule pièce. Un rire bas et sincère s'échappa de la gorge de Percival. Cela le surprit. Cela la surprit aussi. Elle tressaillit légèrement, le regardant avec de grands yeux. « Vous êtes une créature terrifiante, Lydia, » murmura-t-il. Elle détourna le regard, retournant son attention sur le registre. Mais il vit la légère et rare rougeur rosée monter le long de son cou, disparaissant à la racine de ses cheveux. « Je suis pratique. Il faut bien que quelqu'un le soit. »« Oui, » acquiesça doucement Percival. « Il le faut. » Leur mardi soir avait changé. Eux aussi. La mécanique brutale et silencieuse des premières semaines s'était lentement érodée. Ce n'était pas de la romance, c'était de la familiarité. Percival avait appris qu'elle détestait qu'on lui touche la nuque parce que cela la faisait tressaillir, un vestige d'une habitude nerveuse. Lydia avait appris que le genou gauche de Percival cliquait quand le temps était humide. Et elle avait commencé à laisser instinctivement une couverture de laine supplémentaire de son côté du lit. Le silence dans le noir n'était plus un vide oppressant. C'était un espace partagé. Ils étaient 2 soldats dans une tranchée, faisant ce qui était nécessaire pour survivre à la guerre. Mais alors que février approchait,
apportant avec lui un gel gris et amer qui fissurait les gargouilles de pierre sur le toit. Percival réalisa, avec une terreur silencieuse et insidieuse, qu'il attendait avec impatience l'odeur du savon de soude. Il attendait avec impatience le tranchant de sa langue. Il attendait avec impatience la créature terrifiante. Et cela ne faisait pas partie du contrat. La crise n'arriva pas avec une lettre ou un scandale, mais avec un son semblable à un coup de canon tiré dans la cour. Percival était dans son bureau, sirotant une tasse de café noir, lorsque le craquement lourd du bois résonna dans le manoir. Il fut sur pied et hors de la porte, avant que les vibrations ne cessent de résonner dans le plancher. Dehors, le monde était un tourbillon blanc, aveuglant et chaotique. Un blizzard massif s'était levé pendant la nuit, déversant 60 centimètres de neige lourde et humide sur le domaine. Percival poussa les lourdes portes d'entrée en chaîne, le vent glacial le frappant à la poitrine et lui coupant le souffle. « Harrison !» hurla Percival par-dessus le hurlement de la tempête. Le majordome était déjà dans la cour, un lourd manteau de laine jeté sur sa chemise de nuit, pointant vers le vaste complexe d'écuries et de granges à l'est. Le toit de la plus ancienne bergerie, une structure massive et affaissée, que Percival avait l'intention de démolir depuis 3 ans, s'était complètement effondré sous le poids de la neige. Percival courut. La neige freinait ses bottes, gelant instantanément ses chevilles. La panique, froide et aiguë, monta dans son sang. Il y avait 3 bergers qui dormaient dans le grenier de cette grange pendant la saison de l'agnelage. Lorsqu'il atteignit les décombres, une petite foule de palefreniers s'était rassemblée, creusant frénétiquement avec des pelles et à main nue dans les poutres brisées et le chaume enfoui. L'odeur de pain broyé, de terre humide et de bétail terrifié emplissait l'air glacial. Les moutons bêlaient en un chœur aigu et paniquaient depuis les enclos survivants. « Percival !» La voix trancha le vent et le chaos. Percival tourna vivement la tête. Lydia se tenait au bord des décombres. Elle portait sa lourde cape de voyage grise, la capuche relevée, mais elle n'offrait aucune protection contre la neige horizontale. Elle dirigeait 2 hommes avec des pieds de biche, sa voix un fouet aigu et tranchant. Elle était entièrement dans son élément, une architecte de l'ordre au milieu du désastre. « Soulevez ces poutres à 3 !» cria-t-elle, en pointant du doigt avec une main gantée de rouge. « Ne tirez pas le chaume avant que le poids ne soit calé, sinon le reste du grenier s'effondrera sur eux. » Percival se fraya un chemin à travers les hommes, l'attrapant par le bras. Sa manche était trempée, gelant en une coque de glace rigide. « Qu'est-ce que vous fichez ici ?» rugit Percival, le vent lui arrachant les mots de la bouche. « Retournez à la maison. » Elle arracha son bras de sa prise, le foudroyant du regard avec une férocité qui le fit reculer d'un pas. « Vos hommes sont ensevelis sous votre toit pourri, Percival. Prenez une pelle et rendez-vous utile, ou dégagez de mon chemin. » Elle n'attendit pas sa réponse. Elle se retourna vers les décombres, attrapant une pelle abandonnée dans la neige et l'enfonçant dans la glace tassée. Percival ne discuta pas. Il trouva un pied de biche et jeta son poids contre une traverse tombée. Pendant 2 heures, ils creusèrent. Le froid cessa de faire mal et devint un engourdissement sourd et lourd. L'odeur du sang se mêla à la laine mouillée lorsqu'ils sortirent le premier berger. Un garçon de 16 ans, les jambes brisées comme une brindille sèche, mais il respirait. Ils trouvèrent les 2 autres 1 heure plus tard, meurtris et battus, mais vivants, blottis sous une mangeoire effondrée qui les avait protégés du poids écrasant de l'ardoise. Lorsque le dernier homme fut hissé sur une civière improvisée et transporté vers les cuisines, l'adrénaline se vida brusquement de la cour. Le vent continuait de hurler, se moquant de leur victoire temporaire. Percival laissa tomber le pied de biche. Ses muscles criaient de protestation. Il se tourna pour chercher Lydia. Elle se tenait près de l'enclos survivant, fixant d'un air absent la grange en ruine. La pelle avait glissé de ses mains. Elle vacillait, s'inclinant lentement et anormalement en arrière. Lydia. Percival se jeta en avant. Il la rattrapa juste au moment où ses genoux cédaient. Elle semblait incroyablement lourde et terrifiante de fragilité à la fois. Sa capuche tomba. Son visage avait la couleur d'un vieux parchemin. Ses lèvres étaient teintées d'un bleu maladif et contusionné. Ses yeux étaient révulsés, ne montrant que le blanc. « Lydia !» cria-t-il en lui secouant les épaules. Sa tête dodelina contre sa poitrine. Elle était brûlante. Malgré la neige gelée collée à ses vêtements, une chaleur irradiait de sa peau en vagues violentes et anormales. «
Harrison! Hurla Percival, la prenant dans ses bras. La coque glacée de sa cape craqua contre lui. Allez chercher le médecin maintenant. Les 48 heures suivantes furent un brouillard de peur au goût de cuivre. Le médecin diagnostiqua une grave inflammation des poumons, provoquée par l'épuisement et l'exposition au froid. Il prescrivit des cataplasmes à la moutarde, de la vapeur d'une bouilloire additionnée de camphre et du repos. Puis il regarda Percival avec des yeux sombres et désolés et lui dit de se préparer au pire. Percival ne quitta pas la suite principale. Il renvoya les femmes de chambre. Il renvoya Madame Gable qui se tordait les mains et pleurait des larmes humides et inutiles. Il verrouilla la lourde porte en acajou et traîna une chaise à dossier droit au chevet du lit. La pièce sentait la maladie. Elle sentait le cataplasme à la moutarde piquant et cuisant contre sa poitrine, l'odeur aigre de la sueur de fièvre et la vapeur lourde et humide de la bouilloire. C'était un cocktail suffocant qui remplaçait l'odeur propre de la soude et du citron. Lydia s'agitait dans le lit. Ses mains fortes et pratiques, habituellement si calmes et délibérées, griffaient les draps. La fièvre dépouillait sa logique, ne laissant que la panique brute et frénétique d'un animal piégé. « Les shillings » marmonna-t-elle, tournant la tête d'un côté à l'autre sur l'oreiller trempé de sueur. Sa voix d'alto était fêlée et rauque. « Comptez les shillings. L'oncle va prendre l'argenterie. Cachez l'argenterie. » Percival trempa un linge de lin dans une bassine d'eau froide. Il le saura, ses propres mains tremblantes, et le pressa sur son front brûlant. « L'argenterie est en sécurité, Lydia, » dit-il doucement. Il ne savait pas si elle pouvait l'entendre. « Vous l'avez bien caché. Ils viennent pour la maison, » s'étouffa-t-elle, ses doigts s'agrippant faiblement à son poignet. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau. « Je ne peux pas l'équilibrer. Il est vide, il est plein, » mentit Percival en se penchant plus près. Il écarta les cheveux humides de son visage. Il vit la cicatrice pâle et estompée au-dessus de son sourcil gauche qu'il n'avait jamais remarqué. Il vit les callosités permanentes sur la pulpe de ses doigts. « Vous avez équilibré le registre. La dette est payée. Vous avez fait votre travail. »« Ne me mettez pas dehors, » chuchota-t-elle, une larme s'échappant du coin de son œil fermement serré. C'était le son le plus horrible que Percival ait jamais entendu. Ce n'était pas une exigence. C'était une supplication. L'invincible duchesse d'Aylesford, réduite à une jeune fille terrifiée et appauvrie, attendant qu'on change les serrures. « S'il vous plaît, je travaillerai. Je récurerai les grilles. » Percival sentit une violente déchirure dans sa poitrine. C'était comme une rupture physique. Il ne l'aimait pas parce qu'elle était belle. Il ne l'aimait pas parce qu'elle était docile. Il réalisa, assis dans l'obscurité humide et nauséabonde, qu'il l'aimait parce qu'elle était la seule chose réelle dans toute sa vie creuse. Elle avait défoncé les portes, enlevé la pourriture, et s'était tenue dans la neige glaciale pour sortir ses gens de la terre. Elle était une force de la nature, et il était terrifié par le silence qui reviendrait si elle mourait. « Je ne te mets pas dehors, Lydia, » dit Percival, la voix brisée. Il prit sa main chaude et rugueuse dans les siennes et la pressa contre sa bouche. « C'est ta maison. Elle t'appartient. Tu me possèdes. Respire. C'est tout. S'il te plaît, respire. » Elle ne l'entendit pas. Elle sombra plus profondément dans le délire. Percival resta assis près du lit, écoutant le râle humide et angoissant de sa respiration. Pour la première fois depuis son enfance, il pria. Il ne pria pas pour un héritier. Il ne pria pas pour son domaine. Il pria pour que la créature terrifiante ouvre les yeux et l'insulte. La fièvre tomba le 4e matin, laissant derrière elle une coquille pâle et creuse, qui sentait légèrement le camphre rassis. Percival dormait sur la chaise à dossier droit, le menton sur la poitrine. Son manteau de drap était froissé et sentait la sueur séchée. Il se réveilla au son d'une toux sèche et rauque. Il se redressa d'un bond, le cœur battant contre ses côtes. Lydia était réveillée. Elle était allongée sur le dos, fixant le baldaquin du lit. Son visage était décharné, les pommettes saillantes paraissant maintenant douloureusement squelettiques. La lumière féroce et évaluatrice de ses yeux noisettes était atténuée, remplacée par un profond épuisement physique. Percival s'approcha du bord du lit. Il attrapa la carafe d'eau d'une main maladroite et lourde, versa un verre et le porta à ses lèvres gercées. Elle but avidement, sa gorge travaillant en déglutition lente et douloureuse. Elle retomba contre les oreillers, fermant les yeux un long moment. Quand elle les rouvrit, elle le regarda. Elle regarda sa mâchoire mal rasée,
les cernes violets sous ses yeux, la ruine froissée de ses vêtements. « Vous avez une mine affreuse !» croissa-t-elle. Percival laissa échapper un souffle qui fit frémir tout son corps. Il posa le verre. Un rire hystérique et brut monta dans sa gorge. « J'ai une mine affreuse. Vous ressemblez à un cadavre qu'on aurait déterré pour signer un testament. » L'ombre d'un sourire narquois tressaillit au coin de sa bouche. C'était une chose fragile et belle. « Qui gère le personnel ?»« Harrison », mentit Percival sans hésiter. Il n'allait pas lui dire que la maison avait pratiquement cessé de fonctionner, que les repas étaient froids et les feux éteints, parce qu'il avait refusé de quitter sa chambre, hurlant sur quiconque osait frapper à la porte. « Le domaine a survécu à votre absence, Lydia. Ne vous flattez pas. » Elle soupira. Une longue expiration rauque. Elle tourna légèrement la tête, fixant par la fenêtre le ciel gris et couvert. La neige avait cessé, mais le gel persistait. Pendant un long moment, la pièce fut silencieuse. Ce n'était pas le silence tendu et combatif de leur début, ni le silence de travail partagé de la bibliothèque. C'était un silence lourd de non-dits. « Percival », dit enfin Lydia. Sa voix était calme, dépourvue de sa densité habituelle. Oui, elle ne le regarda pas. Ses mains posées sur les lourdes couvertures de laine se recroquevillèrent en poings lâches. « Mon cycle est en retard. 6 semaines de retard. » Percival se figea. Les mots flottaient dans l'air, froid et clinique. « Le médecin l'a confirmé quand il examinait mes poumons. » Continua Lydia, son ton étrangement détaché. C'était la voix qu'elle utilisait pour réciter les rendements céréaliers. « Je suis enceinte. En supposant que la fièvre ne lui ait pas nui, vous aurez votre héritier d'ici l'automne. » Elle tourna enfin la tête pour le regarder. Ses yeux étaient nus, dépouillés de tout sauf de la survie. La seconde moitié du contrat est remplie. La dette est entièrement payée. Percival la dévisagea. Il ressentit une soudaine et écœurante sensation de vertige. Il avait prié pour sa vie, et son premier réflexe au réveil était de lui tendre un reçu. Elle fermait le registre. Elle se préparait à ce qu'il se retire dans son bureau, la laissant à la nurserie et au couloir froid et efficace. Une colère chaude et soudaine s'enflamma dans sa poitrine, mais elle n'était pas dirigée contre elle. Elle était dirigée contre la misérable prison transactionnelle dans laquelle il s'était enfermé. Il se leva. La chaise racla violemment le plancher. Lydia tressaillit, tirant légèrement la couverture plus haut sur sa poitrine, ses yeux s'écarquillant en prévision d'une réprimande. « Un contrat ?» répéta Percival, sa voix basse, vibrant d'une énergie dangereuse. Il arpenta jusqu'au pied du lit, agrippant le lourd poteau en acajou. « Vous pensez qu'il s'agit encore d'un contrat ?»« Qu'est-ce que ce serait d'autre ?» demanda Lydia, sa voix se brisant légèrement. Elle détestait être faible. Il pouvait le voir dans la posture défensive de sa mâchoire. « Nous nous sommes mis d'accord sur les termes. Je vous informe simplement que mes obligations sont remplies. Au diable vos obligations. » Jura Percival. Il ne cria pas, mais l'intensité de ses mots sembla aspirer l'air de la pièce. Il retourna au chevet du lit. Il ne s'assit pas sur la chaise. Il s'assit sur le bord du matelas, les ressorts gémissant sous son poids. Il se pencha sur elle, ses mains plantées de chaque côté de ses épaules, l'enfermant. Le souffle de Lydia se coupa. Elle leva les yeux vers lui, le masque analytique glissant complètement, révélant la jeune fille paniquée en dessous. « Les termes ont changé », dit Percival, sa voix tombant à un murmure rauque. Il sentait le vieux café et la peur. « Le contrat est nul. Je le déchire. » Lydia déglutit difficilement. « Vous ne pouvez pas. J'ai rempli ma part. Vous ne pouvez pas me chasser. »« Je ne te chasse pas, espèce de femme impossible et exaspérante, » lança Percival, bien que ses mains tremblassent là où elles agrippaient le matelas. « Je renégocie. » Il se pencha plus près. Leur visage n'était qu'à quelques centimètres. Il pouvait voir le pouls battre frénétiquement à la base de sa gorge. Pointe 1. Percival leva les yeux, les fixant dans les siens. « Tu ne sortiras plus jamais dans un blizzard pour faire le travail d'un couvreur. Tu géreras depuis un bureau avec un feu où je clouerai les portes d'entrée. » Lydia cligna des yeux, complètement décontenancée. « Percival. »« Point 2. » l'interrompit-il, sa voix s'épaississant. « L'arrangement physique. Les mardis soirs sont abolis. » Une lueur de véritable blessure traversa les yeux de Lydia, rapidement masquée par une acceptation plate et morte. « Si vous trouvez ma compagnie au lit si désagréable, j'abolis les mardis soirs, » dit Percival, la voix brisée. « Parce que je veux les mercredis soirs. Je veux les jeudis soirs.
Je te veux dans mon lit tous les fichus soirs de la semaine, Lydia. Pas parce que nous le devons, parce que je déteste dormir dans cette maison glaciale sans toi. Lydia le dévisagea. Le silence dans la pièce était absolu. L'horloge sur la cheminée semblait se figer. Et point 3. Fini Percival, sa voix tombant à un souffle rauque et vulnérable. Il leva une main du matelas et traça doucement, avec précaution, la ligne de sa mâchoire acérée avec son pouce. Sa peau était sèche et chaude. Tu vas arrêter d'agir comme une employée. Tu es la duchesse d'Aylesford. Tu es ma femme. Et que Dieu me vienne en aide. J'ai besoin de toi. Le domaine a besoin de toi, oui. Mais j'ai besoin de toi. Si tu meurs, Lydia, je laisserai tout ce maudit manoir pourrir sur pied. Il ne dit pas « je t'aime ». C'était trop doux, trop poétique pour ce qu'ils étaient. Il lui offrit quelque chose de plus lourd, quelque chose d'ancré dans la terre même du domaine qu'elle gérait. Il lui offrit son indispensabilité. Lydia ne parla pas. Ses yeux noisettes pâles fouillèrent son visage désespérément, cherchant le mensonge, la fiction polie, le piège aristocratique. Elle ne trouva que l'épuisement, la peur et une honnêteté brutale et sans phare qui reflétait la sienne. Lentement, douloureusement, elle leva la main. Elle tremblait violemment. Elle pressa sa paume rugueuse et cailleuse contre sa joue mal rasée. Le frottement de sa barbe contre sa peau fut bruyant dans la pièce silencieuse. « Tu vas regretter de m'avoir donné autant d'autorité. » chuchota Lydia, une grosse larme inhabituelle débordant de sa paupière inférieure et traçant un chemin net sur sa joue rougie par la fièvre. Percival ferma les yeux, s'appuyant de tout son poids sur sa main. Un poids énorme et écrasant se souleva de sa poitrine, le laissant à bout de souffle. « J'en doute, murmura-t-il, tournant légèrement la tête pour presser ses lèvres contre sa paume. Elle avait un goût de sel et de savon de soude. Elle avait un goût parfait. « Dis-moi juste que le toit de l'aile ouest est réparé. » Un rire étranglé et humide s'échappa de la gorge de Lydia. Elle laissa sa tête retomber contre les oreillers, ses doigts s'emmêlant faiblement dans ses cheveux sombres. « Il est réparé, Percival, » dit-elle, le ton dur et pratique de sa voix adouci par quelque chose de totalement nouveau. Nous avons utilisé la bonne ardoise. Dehors, le vent d'hiver battait les lourdes fenêtres à meneaux, mais le verre épais tenait bon. À l'intérieur, le feu crépitait dans l'âtre, chassant le froid de la pièce. Le registre était clos. Le vrai travail venait enfin de commencer.